Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain. On se trouve aujourd'hui pour encore une fois une sextuple review donc des chapitres de Black Clover. Donc c'est la dernière fois, promis juré. Donc je vais enfin pouvoir rattraper mon retard dans les reviews et puis à partir de la semaine prochaine, il y aura un rythme de parution régulière pour les chapitres de Black Clover comme pour tous les autres mangas dont je m'occupe en ce moment. Donc je vais attaquer directement avec la review du chapitre 28, là où je m'étais arrêté dernièrement. Donc qui sera plutôt un chapitre de transition qui va nous permettre de faire le point sur les auprès des différents protagonistes donc pendant cette bataille de la capitale. Donc on commence directement au Palais Royal, donc on retrouve la petite Charmy, donc la cuisinière des Taureaux Noirs, qui trouve enfin du coup la cuisine du palais. On se rappelle qu'elle la cherchait, qu'elle la cherchait, que c'était pour ça qu'elle était venue à la capitale, qu'elle avait suivi Asta et Noël, donc au début de cet arc-là. Donc elle trouve enfin la cuisine et puis elle va voir directement le chef. Alors le chef qui est un petit peu quand même un grand passionné de cuisine, il voit que c'est la bataille un petit peu partout. Même ses assistants cuisiniers lui disent chef, il faut peut-être qu'on commence à fuir. Il y a plus de chevaliers mages pour nous protéger. Puis la capitale elle est attaquée, donc faudrait qu'on se décide à partir à se mettre à l'abri. Et le chef il est un petit peu vexé que tout le monde soit parti avant même d'avoir pu goûter à sa cuisine et à ses plats. Mais heureusement pour lui, il y a Charmy qui est arrivé. Puis il voit en elle en fait la grande lueur dans ses yeux. Il voit que c'est quelqu'un qui pourra être qui pourra être à la hauteur de sa cuisine. Donc quelqu'un qui est vraiment passionné et intéressé, qui saura pardon donc savourer et reconnaître donc sa cuisine à sa juste valeur. Donc il se remet au fourneau et au plus grand plaisir de notre ami Charmy. Donc ceci étant fait, on va retourner directement dans la capitale sur les différents fronts, donc auprès des différentes équipes qui ont réussi à mettre en déroute sans trop de difficultés les zombies réanimés par notre ami le nécromancien. Donc ils s'en sortent tous pas trop mal, même ils sont acclamés par la population et par le peuple, donc ils les félicitent, ils sont vraiment contents qu'ils soient de leur côté. Donc ils trouvent tous que c'était un petit peu trop facile. Surtout Nozel, donc le capitaine des Aigles d'Argent, le grand frère de notre ami Noël, donc qui trouve que c'était un petit peu trop facile et il se demande vraiment où se cache le véritable ennemi. Et au moment où il se fait cette réflexion, tous les mages en fait, enfin les trois quarts des mages présents sur le champ de bataille se font téléporter par un autre mage inconnu, donc on ne sait pas encore qui c'est. On ne sait pas si c'est le nécromancien ou si c'est un de ses acolytes, car comme je le rappelle, il y avait un homme masqué qui était présent au début de cet arc, donc auprès du nécromancien, donc il a vraiment pas fait cette attaque tout seul. Et donc les trois quarts donc, des mages se font téléporter, donc c'est simple, c'est tous les mages qui étaient présents au banquet au Palais Royal, excepté si mes souvenirs sont bons, Yuno, Asta, Noël, Fergoléon et puis son frère Léopold. Donc les deux mages de feu, c'est les seuls qui n'ont pas été téléportés, donc tous les autres ils ont été téléportés à au moins 100 km à la ronde à l'extérieur de la capitale, donc dans les terres du peuple, vraisemblablement, tu vois, en pleine cambrousse, en fait. C'est vraiment là qu'ils ont été téléportés. Et juste avant qu'ils se fassent téléporter, en fait, Nozel, Nozel et puis les autres mages, ils avaient un petit peu réfléchi et ils s'étaient aperçus, en fait, que leur véritable cible, c'était le palais royal et donc le roi sorcier, qui, je le rappelle, au début de cet arc, après avoir fait les présentations, après avoir accompli les récompenses qui s'imposaient auprès des mages présents, donc il s'était un petit peu éclipsé, donc on ne sait pas où est-ce qu'il est parti, s'il est encore à la capitale, ou est-ce qu'il est parti à l'extérieur du royaume, ou dans le royaume lui-même, on sait pas du tout où il est parti. Quoi qu'il en soit, beaucoup pensent que c'était la cible prioritaire que c'était lui vraiment la cible prioritaire de cette attaque en fait. Que cette attaque elle avait lieu uniquement pour pouvoir le viser et que là, après qu'ils aient tous été téléportés, ça en sera donc d'autant plus facile pour ceux qui ont mené cette attaque, pour les commanditaires, de pouvoir mener à bien leur mission. Aussi, un autre fait important dans ce chapitre, on voit un homme dans l'ombre, donc juste avant qu'il y ait la téléportation, on voit pas un homme, on voit une ombre en fait avec ce qu'il est en train de préparer, donc on lit un petit peu ses pensées et ce qu'il est en train de préparer, et donc on dirait qu'il attendait avec impatience que tous les mages donc quittent le palais royal et qui se trouvent dans la capitale, donc qu'ils sont vraiment rentrés dans son champ d'action et que c'est là qu'il a vraiment pu agir pour pouvoir activer sa magie de téléportation. Donc ça nous a aussi expliqué que c'est une magie de téléportation extrêmement puissante parce qu'elle a permis de téléporter beaucoup de personnes à plusieurs endroits différents et à une distance assez importante. Donc
hâte de voir ce mage de la téléportation en action parce que ça doit être très certainement quelqu'un de très puissant. Donc quoi qu'il en soit, après cette, cette tentative de enfin après cette tentative réussie de téléportation, on va retourner donc du côté de Yuno et donc avec une nouvelle protagoniste, enfin une nouvelle antagoniste plutôt qui fait son apparition. Donc c'est une sorte de sorcière, elle a pas de nom. Donc elle pourrait être désignée comme la sorcière qui aurait pu, téléporter tous les mages que j'ai cités précédemment. En tout cas, elle est toute désignée vu que son compagnon, le nécromancien, lui, avait un autre pouvoir. Et on va aussi s'apercevoir que cette sorcière-là a le pouvoir en fait d'absorber le mana des gens. Donc ouais, elle approche un petit peu de la population qui maintenant est complètement sans défense. Et donc elle absorbe leur mana et ça les fait un petit peu vieillir et dépérir. Et puis un peu comme le chakra parenthèse Naruto, dans Naruto, dès que le chakra quitte tout le corps de son utilisateur, le personnage meurt, enfin un peu comme dans l'arc final quand l'arbre divin donc absorbait le chakra des différents shinobi présents. Donc c'était la fin de la parenthèse Naruto. Voilà. Donc pour revenir au chapitre, donc elle absorbe la vitalité et donc le mana des différents membres de la population, vu que ça nous est présenté comme étant que n'importe quelle personne, en tout cas dans le royaume de Clover, maîtrise, enfin a en lui du mana, même si certains ne sont pas chevaliers mages. Donc un autre fait important à souligner. Et aussi, donc c'est Yuno qui va se charger d'elle, donc il se met en route enfin, pour pouvoir vraiment s'opposer à elle, et elle a un petit peu le béguin pour lui, enfin, elle le trouve très mignon, et puis elle lui propose même des choses un petit peu salaces, enfin, à notre ami Yuno, qui lui la traite directement de sorcière. En gros, je suis pas intéressé, je vais t'éclater, je vais t'écrabouiller. Et elle lui dit, t'aurais pas dû dire ça, maintenant tu vas le payer. Donc le chapitre se termine là-dessus, donc je pense qu'on va directement, enfin, soit on va revenir sur le combat d'Asta contre le nécromancien, soit on va directement continuer sur ce combat-là avec la sorcière. En tout cas, quoi qu'il en soit, on verra tout ça dans le prochain chapitre qui commence maintenant. Un chapitre 29 qui du coup va directement dans la continuité du précédent, on va vraiment se centrer sur le combat entre Yono et la sorcière, donc voleuse de jeunesse. Bon, vous me direz, c'est un petit peu propre à chaque sorcière. Donc dans tous les bons contes qu'on a pu lire ou regarder pendant notre jeunesse, les sorcières avaient souvent ce pouvoir de T'as souvent des vieilles peaux en fait qui tiraient leur jeunesse de la jeunesse des autres, comme on a pu le voir dans un bon nombre d'ouvrages. Donc on enchaîne directement avec ce combat-ci qui va vraiment se centrer entre Yuno et la sorcière. Donc on apprend que la sorcière maîtrise la magie des cendres, donc des fumées, et qu'elle a donc le pouvoir, lorsque cette magie touche un adversaire, donc de brouiller ses sens. Et donc on voit au fur et à mesure qu'Asta perd l'usage de ses cinq sens, donc il se trouve vraiment en mauvaise posture. En parallèle de ça, on va retourner donc au palais royal, et là on va apprendre un nouvel élément donc, du monde de Black Clover. C'est que, je crois d'ailleurs je l'avais dit peut-être dans une review précédente, dites-moi dans les commentaires si c'était le cas, que il y avait deux rois donc dans le royaume de Clover. Il y a le roi sorcier, donc qui est le chef militaire et le chef donc de l'ordre des chevaliers mages, et il y a un roi démocratique, enfin un roi absolu, un roi de la population, comme ça peut être le cas dans... Encore une fois, ça va être la parenthèse Naruto, un peu comme le daimyo du pays du feu dans Naruto, qui est le chef, comment on pourrait dire ça, qui est le chef, si vous voulez, qui hérite du pouvoir de père en fils. Et on a en parallèle de ça, on a le chef donc de l'ordre militaire. Donc, je sais que c'est un petit peu abstrait ce que je vous dis. Bon, en gros, il y a un roi pour l'armée, puis un roi pour la populace, donc pour la place pauvre. À savoir donc que ce roi-ci, donc le vrai roi, si vous voulez, moi je crois que je vais l'appeler comme ça sera plus simple. Donc le vrai roi, il est au-dessus donc que le roi, il est au-dessus du roi sorcier, et je crois qu'il est un peu comme le daimyo dans Naruto. Il participe aussi à l'élection des prochains rois sorciers. Donc ce roi-là, donc il est un petit peu hacker, et puis il est aussi en charmante compagnie, faut le souligner. Il a deux belles donzelles dans son lit, même si c'est juste se suggérer, c'est pas vraiment montré, c'est caché par un voile pudique, même si c'est un petit peu surprenant, vu qu'on voit que dans certaines autres œuvres dont je tairai le nom, on se cache pas pour montrer
pour montrer les atours de très jeunes et de très jolies demoiselles sans vergogne. Là, l'auteur a quand même fait preuve d'un petit peu de pudeur pour le bonheur, pour le plaisir des lecteurs et surtout pour, euh, pour le plaisir des lecteurs un peu plus âgés dont je fais partie. Bref, pour en revenir donc par rapport à ça, donc le roi est surpris que le roi sorcier se soit éclipsé, qu'il soit pas là dans un moment aussi important. Et nouvelle parenthèse Naruto, c'est aussi surprenant parce que ça me fait penser au rôle du Hokage dans Naruto, que lorsque le village il était attaqué, comme là c'est le cas de la capitale, c'est au Hokage, donc là, dans le cas présent, le roi sorcier, de protéger le village ou la capitale, comme c'est ici le cas, d'une attaque extérieure. Donc c'est assez surprenant. Donc on voit que un de ses plus proches conseillers qu'il a est auprès du vrai roi, que le roi sorcier lui a informé qu'il allait s'éclipser, qu'il allait juste aller faire un petit tour. Donc c'est surprenant de voir que le roi soit parti à ce moment-là précisément et qu'il soit toujours parvenu à l'heure actuelle. Donc c'est assez surprenant. Donc quoi qu'il en soit, on va retourner du côté du combat entre Yuno et notre amie la sorcière. Donc comme elle voit que Yuno est mine de rien un combattant qui a une certaine expérience et une certaine puissance, elle décide de lui révéler leur véritable objectif, c'est qu'ils visent une personne. Elle dit pas quelle personne, mais qu'ils sont venus uniquement pour une personne, que c'est une seule et unique personne qui a conduit à cette attaque et qui a déclenché donc toutes ces hostilités. Donc la logique voudrait que ce soit le roi sorcier qui soit cette cible-là, mais ne nous emballons pas parce que après tout, lors de la technique de téléportation, bon, Yuno, lui, l'avait esquivé par chance grâce au pouvoir de son grimoire, donc grâce à son nouveau pouvoir qui avait agi de lui-même et donc il avait permis d'éviter la téléportation. Mais en dehors de ça, il n'y a que Asta, Noël et les dommages de feu donc, qui n'ont pas été visés par cette téléportation. Donc est-ce que c'est un de ces quatre-là qui est visé par cette attaque? Donc on ne sait pas trop, mais on en apprendra sûrement plus dans les chapitres suivants. Donc quoi qu'il en soit, le combat continue. Donc Yuno peut opérer au fur et à mesure ses différents sens jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le noir complet. Et là, il est un petit peu en train de se remémorer son passé depuis qu'il a intégré les Chevaliers de l'Aube dorée. Et il se rend compte en fait qu'il n'a pas fait 30 ans de progrès que ça. Il accuse un peu le coup. Et il est un petit peu déçu que, même malgré le fait qu'il ait un trèfle à quatre feux, qu'il avait énormément de dispositions et qu'il donc il a été choisi par l'Aube dorée, il s'est fait dénigrer par les chevaliers mages de son ordre qui le prennent d'extrêmement haut. Donc ils disent que c'est un hasard tout ça, que c'est pas parce que tu as un trèfle à quatre feuilles que t'es si puissant que tu peux te permettre de nous prendre de haut. Et donc passaient leur temps à le rabaisser. Donc lui, il s'est entraîné encore plus d'arrache-pied, mais il a vu que ça n'avait pas porté ses fruits, comme on a pu le voir dans l'arc précédent, l'arc du donjon, où il n'a pas pu faire face à Mars, là, en tout cas lors de leur premier affrontement, que c'est Asta qui lui avait sauvé la mise, et qu'à la fin, ils avaient gagné avec un pouvoir qu'ils maîtrisaient même pas. Enfin, c'est lui qui leur a sauvé la mise, mais pas volontairement. Et donc il accuse un peu le coup, et un peu à la manière de Noël, ouais, je crois que c'était, je sais plus si c'était Noël ou Asta dans l'arc précédent. Donc il est vraiment entré en résonance avec oui, non, comme c'était le cas de Noël, pardon, pas dans l'arc précédent, dans l'arc du village, de la bataille enfin, de la protection du village, où elle avait réussi à maîtriser sa magie parce elle se retrouvait en difficulté et que c'était nécessaire pour elle qu'elle arrive à la maîtriser. Là, c'est un peu le même cas avec Yuno qui va enfin pouvoir utiliser son nouveau sort qu'il a acquis dans le donjon, donc avec le maître du vent, enfin la petite fée qui est la maîtresse du vent, et donc il va réussir à l'invoquer grâce à son grimoire. Et en plus, son grimoire va encore plus amplifier la puissance de ce maître du vent. Et donc, il va pouvoir balancer une tornade extrêmement puissante sur la sorcière qui va la faire envoler au loin. En tout cas, je pense que ça va être la fin pour notre ami la sorcière. En tout cas, un chapitre, encore une fois, haut en couleur, même si par rapport à ça, je mettrais une petite réserve, c'est que les power-up, ils arrivent quand même un petit peu vite déjà. On voit que Yuno et Asta ont chacun acquis un nouveau power-up dans l'arc précédent et qu'ils arrivent déjà à le maîtriser aussitôt et puis sans entraînement au préalable, que c'est quelque chose en fait de vraiment inné comme par hasard, juste au moment où ils en ont besoin, le pouvoir se déclenche de lui-même et puis là
Là, on a vraiment l'impression que Yuno le maîtrise, mais affaire à vérifier. Donc le chapitre 29 se termine là-dessus. On va voir directement dans le chapitre 30 si notre amie la sorcière est vaincue. Un chapitre 30 dit donc qui va directement dans la continuité du précédent. Donc on va voir si l'attaque de notre ami Yuno a porté ses fruits, en tout cas pour vraiment la mettre en déroute. En tout cas, on la voit voler, on la voit vraiment voler au loin. Et pendant ce temps, ah oui, par rapport à un petit élément que j'avais oublié dans le chapitre précédent, c'est que quand Yuno donc, avait perdu l'utilité de ses sens, grâce à ce pouvoir donc, qui est enfermé dans son grimoire, grâce à ce nouveau pouvoir, il a une magie de perception encore plus puissante que des mages sensorielles, plus puissante que des mages sensorielles, donc plus puissante que ce qu'il pouvait avoir précédemment, donc il détecte mieux le mana qu'avant. Comme là, par exemple, le mana de la sorcière, même si elle a volé super loin, il arrive à le détecter. Et donc, il s'aperçoit que c'était ça qui lui manquait pour pouvoir complètement maîtriser ce nouveau pouvoir, c'est qu'il s'en remettait uniquement à ses sens et qu'il avait un petit peu négligé le mana. Donc quoi qu'il en soit, il va poursuivre il va suivre la sorcière et après la trajectoire donc qu'elle a suivi. Donc on la voit sur son véritable jour. Donc après avoir perdu tout son mana qu'elle avait accumulé, en tout cas pour réduire l'impact de l'attaque. Et donc elle atterrit directement en fait dans les cuisines du Palais Royal, là où se trouvait notre ami Charmy, donc qui est vraiment en train de faire un véritable festin pour le plus grand bonheur, pour son plus grand bonheur personnel à elle et puis pour le plus grand bonheur du cuisinier. Et donc la, la sorcière atterrit pendant cette scène-là. Et donc on va avoir un énorme quiproquo qui va suivre, vu que la sorcière a besoin de mana, et puis elle commence à te donner donne-moi, 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 donne-moi-en, donne-moi-en. Et elle, Charmy, elle va croire qu'en fait elle en a après sa nourriture. Et donc elle lui dit certainement pas, je te donnerai rien, je te donnerai rien. Et puis elle continue chacune de leur côté à insister, jusqu'au moment où Charmy pète véritablement un câble. Elle lui dit c'est quoi que tu comprends pas dans le mot non, quand je dis non, c'est non. Elle l'enchaîne directement avec sa magie. Elle a la magie culinaire, mais là c'est plus particulièrement la magie en fait du mouton. Je crois qu'elle a une magie d'invocation qui lui permet d'invoquer un mouton tous les nœuds. Et donc, elle fait balancer par le biais de ce mouton un énorme coup de poing qui fait valser la sorcière à des lieues à la ronde. Donc, je pense pas qu'on la reverra de sitôt. Donc, notre ami Charmy s'en est sorti pas trop mal, mais malheureusement, le plat qu'elle était en train de déguster lorsqu'elle a été interrompue, c'est un petit peu en train de s'envoler par la fenêtre. Elle est un petit peu dégoûtée, elle hurle au désespoir, mais qui arrive tel un beau prince charmant pour lui ramener son mets si délicat et si important pour elle. C'est notre ami Yuno qui l'avait suivi. Et donc il est un petit peu surpris qu'un petit bout de femme comme ça maîtrise un mana assez puissant et une magie aussi puissante. Donc il lui a encendu pour le plus grand plaisir de cette dernière. Et donc qui lui est extrêmement reconnaissante et qui commence vraiment à tomber sous son charme. On ne sait pas si c'est par rapport à son charme naturel, parce qu'on sait que Yuno est un très beau garçon, ou si c'est simplement parce qu'il lui a rendu sa nourriture. Donc juste après, notre ami Yuno qui a beaucoup utilisé de magie, à tel point qu'il s'en est beaucoup de mana, pardon, à tel point qu'il ne s'est plus vraiment contrôlé, il tombe littéralement de fatigue. Comme il le souligne un petit peu dans son subconscient, dans sa pensée, il dit qu'il faut vraiment qu'il apprenne à maîtriser mieux son mana pour pas autant se fatiguer inutilement. Parce que comme on l'avait vu avec ce sort-là, même dans l'arc précédent, c'est un arc qui consomme énormément de mana, donc du coup, soit à doser vraiment la quantité qu'on s'en sert lorsqu'on lance un sort magique, ou alors le moment idéal pour s'en servir. C'est mieux de s'en servir directement en début de combat pour y mettre un terme rapidement, ou alors une attaque vraiment à servir en cas de dernier recours. Donc quoi qu'il en soit, on va retourner donc du côté d'Asta, qui dit donc comme je le disais qu'il n'avait pas été téléporté comme notre ami Noël et les mages des Lions écarlates, donc les deux frangins vermillons. Et donc ils font face encore une fois face au nécromancien qui va encore une fois leur invoquer des sortes d'hommes zombies, un petit peu comme le premier qu'il avait invoqué qui s'appelait Jimmy, si mes souvenirs sont bons. Donc là, il décide d'en invoquer deux, un peu directement pour Asta qui l'évite un petit peu dans les airs, donc pour que Asta galère un peu plus à le battre, et un autre pour occuper Léo et Noël, donc qui lui est composé de boue et s'appelle Matteo. Donc ne m'expliquez pas pourquoi il donne ces prénoms-là à ces sortes de zombies, mais en tout cas, il a pas l'air de vouloir combattre directement
directement notre ami Asta, il veut vraiment l'épuiser au maximum pour pouvoir le finir le plus rapidement possible. Surtout qu'Asta est vraiment en train de faiblir depuis que le premier nécromancien l'avait attaqué et lui avait fait perdre pas mal de sang. Donc là, on sent qu'il, même à manipuler ses épées, même s'il n'a pas de pouvoir magique, ça l'affaiblit énormément, physiquement parlant déjà. Et donc il essaie de s'en tirer tant bien que mal. Même le nécromancien lui dit qu'est-ce que tu vas faire, t'es à bout de force, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Et là, qui sait qui arrive comme une fleur pour mettre un terme, pour mettre un terme assez rapidement à tout ça, c'est notre ami le maître des Lions Écarlates, donc le grand chevalier mage de l'ordre des Lions Écarlates, c'est notre ami Fégoléon Vermillon qui décide de passer aux choses sérieuses pour vraiment mettre un terme au plus rapidement possible à ce combat. Donc il fait littéralement exploser la créature, le petit zombie de notre ami nécromancien. Et donc il s'excuse donc auprès d'Asta d'être intervenu aussi rapidement, enfin d'avoir interféré dans son combat. Mais il voulait pas qu'il laisse la vie inutilement, en tout cas pour ce genre de combat. Et après, il informe que lui aussi, même s'il n'avait pas reconnu sa valeur donc, lors du tournoi de sélection, même il reconnaît que le capitaine Yami avait un petit peu plus l'œil, parce que là, il a un petit peu de regret, il aurait bien aimé l'avoir dans son équipe. Mais donc, il informe quand même Astak, il reconnaît sa valeur et qu'il le prend comme rival, parce que lui aussi, il ambitionne de devenir roi sorcier. Donc, je crois que c'est un peu le cas de tous les capitaines des différents ordres. De vouloir viser le titre de roi sorcier. Enfin, c'est en tout cas que c'est l'ambition de William Vengeance, maintenant de notre ami Fégoléon, donc peut-être Nozel et Yami, on ne sait pas encore, peut-être que sûrement eux aussi soulignent ce désir enfin, de s'emparer du titre de roi sorcier, enfin, de le devenir au moins, au moins plus tard. Et donc, il va directement prendre les choses en main pour pouvoir régler ce combat le plus rapidement possible. Donc, le chapitre 30 se termine. Le 31 qui va voir directement l'opposition entre notre ami Fégoléon et le mage nécromancien. Donc, on va directement apprendre son nom dans ce chapitre. On va en apprendre un peu plus sur lui et sur ses réelles motivations. Donc, il s'appelle Radès et donc c'est un ancien chevalier mage d'un ordre encore inconnu qui s'appelle les orques pourpres, pardon. Donc on ne connaît pas encore cet ordre de chevalier, on en apprendra certainement plus tard. En tout cas, il nous apprend qu'il était véritablement stigmatisé, mis de côté et rabaissé par les chevaliers de son ordre, d'après lui, de par de sa naissance pauvre, en fait, qu'il est né avec un pouvoir extrêmement puissant qui dépasse même celui de certains nobles, un pouvoir très dangereux. Et que c'est pour ça qu'il a été un peu mis de côté, dans son ordre de chevalier mage, et que c'est pour ça il en veut tellement aux chevaliers mages et à leur ordre et à leurs convictions, à leurs principes, et que c'est pour ça qu'il veut se venger du royaume. Mais il nous révèle un petit peu, enfin, dans sa pensée, ça il le dit pas directement à ses adversaires, mais qu'il y a une autre raison, mais qu'il ne pourra pas révéler au capitaine Fégoléon. Donc ça rejoint un petit peu ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait au début de cet arc-là, comme quoi ils étaient plusieurs mages déjà attaqués. Donc il y a lui et il y a la sorcière, et il y a peut-être certainement d'autres mages. Et que donc enfin ça c'est le prétexte qui sort, enfin le premier prétexte qui sort comme quoi c'est pour se venger, c'est son prétexte personnel, c'est pas le véritable prétexte qui justifie cette attaque. Et je pense qu'on en apprendra un petit peu plus dans les chapitres à venir. Donc quoi qu'il en soit, pour revenir à ce combat entre le capitaine Fégoléon et donc notre ami Radès. Donc il continue, enfin il va essayer tant bien que mal de gérer la puissance du capitaine. Et en parallèle, en fait, le capitaine Fégoléon va véritablement nous donner une véritable leçon de vie, en tout cas par rapport au credo de l'ordre des chevaliers mages. Donc il commence déjà avec Asta qui veut retourner au combat après que le capitaine ait reconnu sa valeur en tant que rival. Donc il va lui asséner un coup net derrière la nuque pour un petit peu le faire évanouir, qui perde un petit peu ses forces, pour lui dire qu'il faut pas il faut pas qu'il aille au-dessus de ses forces. Que c'est ça aussi qui fait la vraie puissance d'un chevalier mage, c'est qu'il connaît ses limites, il sait là où il peut s'arrêter, il connaît ses points faibles, et donc il se doit de travailler pour pouvoir les améliorer. Donc il veut pas qu'il en fasse trop. Il continue en sermonnant un petit peu Radès, en lui disant qu'il a pas que c'est pas un prétexte acceptable, et que s'il était vraiment aussi puissant que ça, à force d'entraînement à force d'entraînement et puis comment on pourrait qualifier ça, d'acharnement, il aurait pu réussir à s'imposer, en tout cas dans son ordre de chevalier mage, et que c'est pas avec la violence
qu'il aura réussi à qui réussira à s'imposer en tant que puissant chevalier mage, en tant que puissant sorcier, que c'est uniquement grâce à ses pouvoirs et grâce à un travail acharné qu'on se fait reconnaître par ses pairs et qu'on est reconnu en tant que puissant sorcier. C'est pas uniquement en faisant des dégâts un peu terroristes et en faisant de la violence gratuite qu'on obtient de la reconnaissance, en somme, et qu'on est reconnu comme étant quelqu'un de puissant et de respecté, en tout cas par ses pairs. Et donc le combat continue entre les deux. Et le capitaine Fégoléon, donc, il essaie un petit peu de régler ce combat au plus vite, mais notre ami Radès va encore une fois invoquer ces sortes de nécromanciens. Donc c'est pas comme les nécromanciens classiques qu'il avait invoqué. Donc là il invoque le quatrième et donc le plus puissant. Donc le premier qu'il avait invoqué face à Asta, donc c'était le numéro 4 qui s'appelait Jimmy. Donc là il invoque le numéro 1, donc ça prouve qu'il avait quatre nécromanciens très puissants en réserve, et donc il nous apprend que c'est des anciens chevaliers mages donc, qui sont morts et qu'il arrive à ranimer grâce à son mana, comme on l'a appris dans le chapitre où il avait expliqué le fonctionnement de sa magie. Et donc il a récupéré des cadavres d'anciens chevaliers mages très puissants, dont le numéro 1, donc, qui est le plus puissant, car il a une très puissante magie défensive, et ce nécromancien va lui être très utile pour arriver en tout cas à tenter de mettre en déroute le capitaine Fégoléon. Donc il arrive à parer tant bien que mal à les attaques de feu du capitaine, juste au moment où il essaie en fait de contre-attaquer, et il va créer malheureusement pour lui une petite brèche, et donc le capitaine Fégoléon, en fin stratège, il va réussir à percer cette petite faille, et donc il va littéralement faire exploser le nécromancien que Radès venait de ramener à la vie, de ramener à la vie. Et donc il a une nouvelle leçon de la part du capitaine Fégoléon qui dit que c'est en fait en analysant bien les points faibles, les points forts et les points faibles de son adversaire qu'on arrivera plus facilement à le vaincre. Donc ça rejoint un autre manga, ce coup-ci c'est pas Naruto ni un autre manga que j'avais cité, ça rejoint un peu Hunter x Hunter, avec donc les types de combats dans ce manga-là où c'est vraiment la stratégie qui prime sur la force physique. Donc là, l'auteur se sert un petit peu aussi des codes d'autres mangas qui ont bien marché avant lui, et c'est à juste titre, enfin, en tout cas c'est bien amené, c'est bien justifié dans ce cas-là, dans ce cas précis, où une fine analyse des points forts et des points faibles de son adversaire sont mieux qu'une dépense abusive d'énergie qui des fois ne sert à rien. Donc on pense à Asta qui se dépense souvent sans compter, que si il analysait un peu plus ses combats, il aurait moins à se dépenser pour plus facilement en tout cas venir à bout de ses adversaires. Comme là, comme dans ce combat précis, donc s'il avait un peu mieux décortiqué les pouvoirs de Radès, il aurait peut-être pu en venir à bout tout seul sans que le capitaine soit amené à intervenir. Et donc, quoi qu'il en soit, il demande, enfin, il voit aussi qu'il ravive un peu la flamme du côté de son frère et de Noël, donc ils font face au dernier nécromancien de Radès, donc le numéro 2, et donc qui a un nécromancien debout, et donc les deux vont tenter en tout cas de venir à bout de ce nécromancien pendant que le capitaine arrive à mettre en déroute notre ami Radès. Donc le chapitre se termine sur la petite... comment on pourrait qualifier ça, la petite la petite morale, voilà, pardon, je trouvais plus le mot exact, la petite leçon du capitaine Fégoléon vis-à-vis de Radès par rapport à ce que doit être un chevalier mage, et donc que l'usage de la violence n'est pas vraiment nécessaire. Donc le chapitre 31 se termine là. Chapitre 32, donc très riche en rebondissements. Donc le chapitre commence avec la fin du combat entre Fuegoléon et notre ami Radès, donc il se fait complètement battre, même à un moment il est complètement stoïque, il bouge plus du tout, et se fait même emprisonner par la magie d'entrave des flammes du capitaine Fuegoléon. Et pendant ce temps-là, donc son petit frère Léo et puis Noël donc ont réussi à vaincre le dernier nécromancien de Radès, donc défaite totale pour lui. Donc il lui dit que c'est dommage parce qu'il avait vraiment un potentiel pour devenir un très grand chevalier mage. Même Asta décide de lui faire un petit peu la morale lui aussi par rapport à ça.
C'est d'autant plus justifié que Asta, lui, ne possède aucun pouvoir magique, et donc il aurait bien aimé avoir un pouvoir, des pouvoirs magiques, et un pouvoir comme celui-là, en tout cas, il l'aurait pas gâché, vraisemblablement, en tout cas, à notre ami Asta, c'est sûr. Et donc, le capitaine Fuegoleon décide de lui confisquer son grimoire, et surprise, il constate qu'il n'y a qu'une seule page dans son grimoire, donc un fait assez surprenant. Donc on se demande, on se demande un petit peu pourquoi, parce que dans tous les grimoires, il y avait plusieurs sorts, et là, on voit qu'un seul sort dans ce grimoire-ci. Donc encore un mystère de plus par rapport à cette attaque et par rapport à cet arc. Quoi qu'il en soit, le grimoire est confisqué par le capitaine, et là il va un petit peu être remis en question, Radès. On voit qu'il a une petite sorte de petite oreillette dans l'oreille, et donc il est complètement, on en apprend un peu plus en tout cas par rapport à ce complot et par rapport à cette attaque. Donc on apprend aussi le nom de la sorcière qui avait attaqué Yuno, qu'elle s'appelait Catherine, et donc la troisième personne qui leur parle leur dit qu'ils ont été négligents, qu'ils n'auraient pas dû sous-estimer leur adversaire parce qu'ils avaient des pouvoirs magiques, même s'ils avaient des pouvoirs magiques puissants. Et donc que maintenant la phase finale de leur plan va pouvoir entrer en action, en tout cas pour que leur boss, parce qu'il leur reste plus beaucoup de temps et que leur boss s'impatiente un petit peu. Donc visiblement c'est une troisième personne, peut-être celui qui maîtrise la magie de téléportation, mais en tout cas c'est pas l'instigateur lui-même de l'attaque. On voit qu'il y a vraiment une quatrième personne qui se cache derrière tout ça, et on ignore encore son identité. Mais vous verrez, on va peut-être en apprendre un peu plus par rapport à ça à la suite de ce chapitre. Donc après ces révélations que Asta a entendues, donc un fait surprenant, Asta il a entendu ce qui se disait dans cette oreillette, donc il a peut-être une ouïe surdéveloppée, qui sait. En tout cas, peut-être qu'il peut plus facilement entendre par le fait qu'il ne ressente pas le mana ou autre, que ses cinq sens de base sont peut-être plus exacerbés que ceux des chevaliers mages qui eux ressentent plus facilement le mana. En tout cas, on n'en sait pas trop par rapport à ça, mais ça peut être une hypothèse plausible. Donc, quoi qu'il en soit, un portail de téléportation donc s'ouvre une nouvelle fois sous le capitaine Fuegoleon, et là Radès lui balance la vérité directement, et lui dit que le véritable objectif de cette attaque, donc c'était lui directement, le capitaine Fuegoleon. Donc ça écarte l'hypothèse menant au roi sorcier, et donc le capitaine est directement téléporté. Et il essaie même pas de se débattre pour essayer de fuir. Il dit qu'il va, il pense, il pense dans sa conscience, donc il va se rendre directement auprès du véritable ennemi, et qui va essayer de lui régler son compte tout seul. Après tout, c'est un capitaine d'ordre de chevalier mage, et qu'en tant que tel, il devrait pouvoir s'occuper de cet instigateur de cette attaque. Donc il se retrouve dans une autre dimension, et on voit juste le pied de la personne, donc, qui est vraisemblablement le maître et l'instigateur de l'attaque. Et donc on voit que le capitaine Fuegoleon a l'air de le reconnaître. On voit qu'en fait c'est écrit "tu es", et il est un petit peu surpris. Et donc ça vraisemblablement ça doit être quelqu'un qui connaît, donc soit un autre, moi je pencherais plutôt vers un autre capitaine de division, peut-être le capitaine William Vengeance, qui sait, ou un autre capitaine de division, ou peut-être même carrément le roi sorcier lui-même, qui sait. Mais en tout cas, en tout cas les théories sont ouvertes, en tout cas par rapport à l'identité de ce personnage-là. Sachant d'ailleurs, je le rappelle, que dans les premiers chapitres après l'arc du combat du village, qu'on avait vu un membre de l'Aube Dorée donc se diriger vers une sorte de porte qui renfermerait un pouvoir très puissant, et donc ce serait peut-être lié avec ce mage qu'on avait vu à ce moment-là du manga, que c'est peut-être une seule et même personne. En tout cas, on voit que depuis le début du manga, même si c'est montré seulement par 2-3 cases par scan par-ci par-là, qu'il y a un complot qui a l'air de se mettre en place pour renverser le pouvoir actuel, et pour bouleverser un petit peu les choses dans le royaume de Clover. Donc, quoi qu'il en soit, pour finir la review de ce scan, donc après cette opposition entre le capitaine Fuegoleon et son mystérieux assaillant, donc Asta se pose un petit peu de questions,
Et Noël analyse un petit peu la situation et se rend compte que le sort n'a pas pu être lancé de très très loin dans le sort de téléportation. Et Asta anticipe un petit peu, anticipe un petit peu ce qu'elle vient de dire en arrivant à repérer et à démasquer donc le mage de la téléportation. Donc on apprend aussi par la même occasion, vu qu'il était encore là, qu'il n'était pas dans la même dimension que le capitaine Fuegoleon, que ça pouvait pas, ça ne peut pas être lui l'instigateur de l'attaque et donc le puissant mage qui se cache derrière cette attaque, qu'il est qu'un pion comme le sont Radès et Catherine, donc la sorcière, mais qu'il est quand même présenté comme quelqu'un de puissant vu qu'il a réussi à téléporter, je le rappelle, au début au début vraiment de ce conflit, comme je le disais en début de review, il a réussi à téléporter pas mal de monde à l'extérieur de la capitale, en tout cas un nombre important de personnes en même temps. Donc ça montre qu'il était assez puissant, et comme il nous l'avoue lui-même, il s'était volontairement camouflé pour pas être repéré, et qu'il avait dissimulé un petit peu son mana et qu'il s'était caché parmi les nécromanciens. Et, et donc maintenant que Asta l'a repéré, qu'il a enfin réussi à accomplir sa mission, que son rôle est terminé, puis on voit qu'il rouvre un nouveau portail pour disparaître, et en même temps il en rouvre un autre où le capitaine Fuegoleon tombe véritablement par terre. Et on le voit véritablement en fait complètement défait avec un bras en moins. Donc petite parenthèse, One Piece, ça m'a fait un petit peu penser à Shanks en tout cas, c'est vraiment ce parallèle du bras en moins. En plus, d'autant plus qui plus est pour un capitaine et un mage puissant comme Shanks, c'était un pirate puissant dans One Piece. Donc affaire à suivre en tout cas pour voir s'il va pouvoir récupérer son bras comme un certain Trafalgar dans One Piece, encore une fois. Mais, euh, mais ouais, donc énormément surpris par ce fait-là. Donc il a réussi à être battu enfin, aussi facilement en fait, parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça, le temps qu'il est resté dans cette dimension, le temps qu'Asta le découvre, ça s'est vraiment fait. Ça a dû se faire même pas en une fraction de seconde, enfin, même pas, le combat il a pas dû s'éterniser, à part si comme dans la salle Esprit du Temps dans Dragon Ball, que le temps était, beaucoup plus long beaucoup plus long dans la dimension qui pouvait l'être dans la réalité. Donc que pour une minute ça corresponde à une heure ou à un jour ou à plus de temps. Quoi qu'il en soit, le capitaine Fuegoleon a perdu un bras et a vraisemblablement aussi perdu son grimoire. Donc je pense plus que le motif de l'attaque, c'était de récupérer le grimoire et donc le pouvoir très puissant du capitaine Fuegoleon. En tout cas pour celui qui a commandité cette attaque. Peut-être dans un projet futur, pourquoi pas pour une attaque de plus grande envergure visant peut-être à faire tomber le roi sorcier, que pour ça ils ont besoin de son grimoire et besoin de son pouvoir. Qui sait. Ça ramène aussi à l'arc précédent le capitaine Diamond le capitaine Diamond, les mages de Diamond, notamment Mars qui avait le pouvoir de deux qui avait le pouvoir donc de deux éléments différents parce qu'il avait absorbé un deuxième pouvoir précédemment. Donc c'est peut-être le même fonctionnement qui est visé par l'instigateur de cette attaque. Quoi qu'il en soit, les débats sont ouverts pour trouver l'identité de celui qui se cache derrière cette attaque. Donc ça peut très bien être le roi sorcier de Diamond, ça peut être un capitaine de chevalier mage, ça peut même être Nozel, vu qu'on a vu qu'il était un petit peu... donc à Nozel, le capitaine des aigles d'argent, le grand frère de Noël, vu qu'il était un petit peu en contradiction avec... il était un peu en contradiction avec notre ami Fuegoleon, et en plus il a été mis de côté, on l'a pas revu depuis, même ils étaient plusieurs à avoir été mis de côté volontairement par le mage de la téléportation de cette équipe. Donc les débats sont ouverts et on va voir ça directement avec le chapitre 33. Un chapitre 33 donc très lourd de révélations puisqu'on va directement réatterrir sur notre ami Fuegoleon, donc qui est revenu donc de la dimension où il avait été opposé donc au mage principal antagoniste donc qui était responsable de la capitale. Donc il est vraiment mal en point, et puis Asta et donc son frère Léon sont vraiment Léopold pardon, sont vraiment très 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 en colère, très furax. Et on voit que notre ami Fuegoleon est lentement en train de mourir à petit feu. On voit même que son grimoire commence à disparaître. Donc un petit élément qui vient un peu en contradiction avec ce que je disais
dans le chapitre précédent, par rapport au fait que en fait, s'il avait été attiré, c'était uniquement pour pouvoir récupérer, je pense, son grimoire et ses pouvoirs, mais après, c'est pas tout à fait en contradiction parce ils ont très bien pu vider son grimoire de toutes les magies, puissantes qui étaient siennes et lui laisser donc juste son grimoire complètement vierge. Quoi qu'il en soit, Fuegoleon est vraiment, vraiment très mal en point, enfin, il est vraiment aux portes de la mort. Et Asta et Léo, le frère de Fuegoleon, vont vraiment se mettre en rogne pour pouvoir contre-attaquer. On voit même l'ami de notre ami, l'ami de Radès, pardon, le mage de la téléportation, donc qui se retrouve un petit peu aussi en difficulté, parce comme il le dit à Radès, ça y est, on a accompli notre mission, maintenant faut vite qu'on se retire. Mais Asta, il n'entend pas de cette oreille. Au moment en fait où il allait téléporter Radès, Asta on balance son épée véritablement directement sur Radès pour couper véritablement le portail de téléportation. Et on voit vraiment que ça va poser un gros problème, en tout cas à Radès, pour pouvoir fuir. De même que ce dernier, en plus, était en train de les narguer après la mort de Fuegoleon, qu'il était en train de remballer de remballer toutes ces leçons, toutes ces morales qu'il lui faisait précédemment, enfin avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé. Et ce qui a pour effet vraiment de mettre Asta et Léo en colère. Donc Léo va se charger du match de la téléportation. En tout cas, il va essayer. Puis Asta, lui, va se charger de Radès, même s'il est vraiment, vraiment très affaibli, vraiment très mal en point. Mais en tout cas, il va vraiment se donner à 200%, même s'il se sent, même s'il est plus vraiment apte à combattre. En tout cas, il lâchera rien jusqu'à la fin. Ce qui rappelle un petit peu notre ami, notre ami Naruto. Encore une fois, la parenthèse Naruto. Bon, je vais arrêter de vous saouler avec ça. Enfin, en tout cas, j'essaierai de réduire un maximum. Je sais qu'il y en a déjà eu pas mal dans cette vidéo. Mais en tout cas, ça fait vraiment penser à la détermination de Naruto quand il se retrouvait face à ses ennemis, même s'ils étaient beaucoup plus puissants que lui et beaucoup plus nombreux, il lâchait pas l'affaire. Et vous verrez, ça va encore plus s'affirmer dans dans cette fin de chapitre. Donc Asta décide de se diriger vers lui, de contre-attaquer, mais malheureusement pour lui, le match de la téléportation, il avait un petit peu anticipé, il a décidé d'ouvrir un portail pour prendre Asta à revers, en fait, en activant un double portail. En gros, il lance une attaque depuis son portail, vu que lui il était un petit peu perché à part du combat, et le portail, il se rouvre directement derrière Asta pour le reprendre par surprise, mais malheureusement pour lui, et heureusement pour Asta, Noël avait anticipé cette action, elle a pu protéger Asta à temps. Aussi, un autre élément à souligner dans ce scan, c'est aussi du coup vraiment la magie de Fuegoleon qui commence vraiment à se dissiper, parce que comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, Radès avait été complètement immobilisé par les flammes de Fuegoleon, et on a vu que dès l'instant où il s'est vraiment retrouvé inconscient, et donc sans plus visiblement, en tout cas vraisemblablement plus sans aucune mana, sa magie s'est estampée, en fait, s'est évaporée, et donc Radès a retrouvé tous ses mouvements. Un autre fait aussi à souligner dans ce scan, donc qui suit un petit peu dans la continuité de ce combat, c'est qu'on a 5 mages inconnus, donc 5 mages un peu capés qui viennent rejoindre le champ de bataille pour un petit peu récupérer Radès et le mage de la téléportation, donc pour pouvoir vraiment mettre un terme à ce combat définitivement et qu'ils puissent fuir sans trop d'encombre. Même d'ailleurs, ils se cachent pas pour leur dire qu'ils perdent leur temps bêtement contre des mages de seconde zone, et que c'est indigne pour des mages de leur rang et de leur statut. Et donc, un autre fait aussi souligné par rapport à ces mages, Noël nous dit qu'ils dégagent une aura de glace. Donc ça rappelle un petit peu le premier arc. Le premier arc du manga, avec l'attaque du village, donc avec le grand mage de glace et ses sbires donc, qui le suivaient, qui manipulaient aussi la glace. Donc c'est peut-être les mêmes mages, mais à un niveau un peu plus puissant. En tout cas, ça semble vraiment relié avec cet arc-là, ces antagonistes-là qui ont l'air d'avoir les mêmes capacités et qui ont l'air de faire partie de la même organisation. En tout cas, on va en apprendre encore un peu plus dans cette fin de review, avec Asta donc, qui décide en fait véritablement pour couper vraiment ces blessures qui ont été faites par les sbires de Radès, donc les petits nécromanciens qu'il avait invoqués, et donc qui le paralysaient, enfin qui continuaient vraiment de l'affaiblir à petit feu. Asta décide de véritablement trancher, même quitte à vraiment, il se tranche véritablement un bout de sa côte pour pouvoir couper le mal par le mal.
et donc pour pouvoir un petit peu récupérer d'énergie et qu'il arrête de perdre bêtement le peu de pouvoir qui lui restait. Et là, on le voit tel, tel un Naruto des anciens temps, vraiment avec ses 2 épées, comme un patron qui va tenter, en tout cas tenter de faire face à tous les mages en présence. Donc ça annonce du très très lourd pour la suite et ça fait extrêmement plaisir. Donc ça y est, cette vidéo va enfin prendre terme vu que ça s'arrête là-dessus sur la détermination d'Asta et la contre-attaque la contre-attaque qu'il va mener. Donc si cette review et ces chapitres vous ont plu et cet arc aussi vous ont plu comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo aussi, c'est très important pour qu'on soit de plus en plus nombreux et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti de mes prochaines reviews. Voilà, donc ce sera tout pour cette review qui était peut-être un petit poil trop longue et je m'en excuse. Donc salut à tous, sayonara!